Voilà, après cette pédagogie sur les médias sociaux, honorable président, honorable membre de l'Assemblée, honorable secrétaire d'État, honorable ministre, mesdames, messieurs, chers camarades progressistes, je suis très honoré en tant que secrétaire général de la Fondation européenne d'études progressistes de vous adresser ce matin ce petit mot d'accueil pour notre conférence ici à Paris, dans la salle Victor Hugo de l'Assemblée nationale de la France. La Fondation Jean Jaurès et la Fondation européenne d'études progressistes se sont impliquées dans la préparation de la conférence COP21 qui, vous le savez tous, se tiendra en décembre 2015, cette année, ici à Paris. Nous pensons, nous, progressistes, nous voulons faire entendre nos voix sur un sujet qui est vraiment un sujet brûlant, un sujet décisif pour notre futur collectif. Nous tous connaissons les enjeux, ils sont immenses bien sûr. D'ici décembre, nous devrons mettre sur la table des propositions qui puissent aboutir à un accord international, peut-être, et nous espérons contraignant, pour lutter contre le changement climatique. Nous recherchons tous un accord pour limiter le réchauffement à 2 degrés d'ici 2050. Certes, cette conférence de Paris, en décembre, ne résoudra pas tous les problèmes d'un seul coup, mais il est indispensable que nous sortirons de Paris avec peut-être une sorte d'alliance des nations, avec un accord universel qui engage le gouvernement du monde entier à respecter, à contrôler et à lutter efficacement pour une autre politique, pour une autre approche en vue de préserver durablement notre planète. Nous, progressistes, réunis aujourd'hui ici à Paris, nous ne devons pas simplement écouter, discuter ou parler. Nous devons nous rassembler pour transiter vers des politiques plus justes et plus durables, vers une société zéro carbone et pour un pacte social qui s'attaque de front aux inégalités et aux vulnérabilités provoquées dramatiquement par les changements climatiques. Cela implique un grand changement de beaucoup de nos comportements, dans beaucoup de secteurs, notamment au niveau énergétique, où les technologies renouvelables doivent devenir une priorité, les énergies non combustibles et bien sûr aussi dangereuses, telles que par exemple le nucléaire, à notre avis, n'ont plus de place dans nos sociétés de futur. Nous devons nous engager vers une société qui remet l'homme et les femmes au centre de la politique. L'humain doit redevenir une priorité, placée largement au-dessus de l'intérêt de l'industrie, des intérêts des États, des intérêts des continents envers les autres. Les risques pour la planète d'un réchauffement climatique est beaucoup plus important que les conséquences pour nos marchés traditionnels. Ici en Europe, on demeure depuis plus de 8 ans maintenant dans une crise économique et sociale qui enferme surtout dans le chômage nos plus jeunes. L'opportunité et les avantages pour des investissements dans une transition verte sont de plus en plus apparents. Nous ne devons plus tolérer un engagement limité. Les États, mais surtout les entreprises qui ont tant pollué notre planète, doivent prendre leurs responsabilités. Au besoin, les États doivent trouver le moyen de les contraindre à s'engager. Certes, nous devrons comprendre que cette crise écologique est aussi le résultat de nos modes de production, de l'utilisation de nos ressources. Producteurs aussi bien que consommateurs, nous devons tous admettre notre responsabilité historique et être solidaires avec les pays, avec les personnes et surtout avec les personnes qui ont besoin d'aide immédiatement. Nous sommes très optimistes et nous observons qu'un changement de paradigme se met lentement en place. Nos missions que nous avons faites dans ce projet que nous avons entamé depuis 1 an maintenant l'ont confirmé. Et Gilles Finkelstein de la Jean Jaurès va vous parler un peu tout à l'heure sur cela. Il semble désormais acquis pour bien des citoyens
de toute race, de toute nation, de toute génération, que l'avenir de notre humanité passe par les changements d'attitude dans nos modes de vie. Des villes, des régions, des provinces s'engagent, demandent également quotidiennement que d'autres voies sont possibles. Paradoxalement, de nombreux secteurs de l'industrie demeurent malheureusement toujours négligents, comme impassibles, comme inconscients des dangers suffisamment visibles et démontrés scientifiquement. Honorable Président, Mesdames, Messieurs, avec ce petit mot d'accueil au début, nous vous invitons à participer aujourd'hui, toute la journée, à cet échange. Nous vous invitons à écouter des experts. Nous vous invitons à écouter et discuter avec des responsables politiques. Nous vous invitons aussi à entendre l'appel de nos leaders nationaux et internationaux qui sont ici présents dans la salle et qui sont tous parfaitement conscients des enjeux progressistes et climatiques qui nous réunissent aujourd'hui. Je vous remercie très bien pour votre attention. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, le programme prévoit que je vous dise un mot de bienvenue. Et donc, au nom de la Fondation Jean Jaurès et de son président Henri Nallet, je vous souhaite très sincèrement la bienvenue. Mais je vais faire un tout petit peu plus et je voudrais revenir sur le travail qui a précédé cette conférence et sur ce que nous en attendons. Lorsque on égrène le nom des villes dans lesquelles se sont déroulées depuis plusieurs années les conférences sur le climat, on a le sentiment d'un processus à la fois ininterrompu et improductif, et quasiment d'une mission impossible. À tel point que, chose extrêmement rare, lorsqu'il a été demandé quel pays souhaitait organiser cette COP 21, il n'y avait pas de candidat. François Hollande, au nom de la France, s'est engagé, a pris le risque, a pris ses responsabilités, et la France, dans quelques mois, va donc prendre la présidence de la COP 21, avec un rôle spécifique, faciliter l'émergence d'un consensus et un objectif que Ernst a rappelé il y a quelques instants, trouver un accord universel sur le climat. Compte tenu de l'importance de cet enjeu, nous, Fondation Jean Jaurès, Fondation social-démocrate, Fondation française, nous sommes interrogés sur la contribution que nous pouvions apporter. Nous avons fait du climat la première priorité de notre programme d'activité de cette année, et c'est évidemment la première fois que tel était le cas. Nous avons noué une nouvelle fois un partenariat avec la FEPS, et je remercie à la fois son président et son secrétaire général. Nous nous sommes appuyés sur ce qu'était notre atout commun, c'est-à-dire un réseau de fondations progressistes dans le monde entier, et nous avons essayé de choisir un certain nombre de pays que nous considérions stratégiques pour la conclusion de ces négociations. Nous avons envoyé dans chacun de ces pays une mission. En Inde, au Chili, au Brésil, aux États-Unis, au Canada, au Niger, en Afrique du Sud. En essayant de comprendre partout ce qu'était le point de vue des différents acteurs, notamment de nos interlocuteurs, de la société civile, et quelles étaient les dynamiques qui étaient à l'œuvre, en poursuivant deux objectifs: apporter un complément aux informations que les équipes qui mènent la négociation pouvaient disposer, et puis réfléchir à ce que pouvait être une plateforme progressiste pour le climat. Voilà le travail qui a été fait jusqu'à présent et qui nous conduit à la conférence d'aujourd'hui, que nous avons choisi de faire très en amont de la conférence elle-même, considérant que si on espérait influer sur le déroulement, il fallait s'y prendre tôt.
Nous avons choisi de rassembler des responsables politiques et des experts, des Français, des Européens, d'autres qui viennent du monde entier, pour que, sur ce sujet, davantage encore que sur les autres, nos fondations soient un carrefour, ce qui est notre vocation. Et nous avons voulu que ce soit un espace de débat entre les intervenants, avec vous, avec le système interactif que Blaise vous a décrit tout à l'heure, et que ce soit un espace de proposition pour conjurer le risque du statu quo. Vous connaissez cette formule d'un diplomate conservateur britannique, il y a une tautologie dans la formule, qui disait « Les choses vont déjà tellement mal, pourquoi voudriez-vous en plus les changer ?» C'est ce risque du statu quo que nous voudrions conjurer, et on a choisi d'organiser cette conférence autour de 3 moments. D'abord, de commencer par la vision, par le long terme, en partant de l'idée, évidemment, que le modèle de développement des pays du Nord était une impasse s'il devait à la fois se poursuivre et s'étendre au reste de la planète, et donc essayer de dessiner ce que serait un modèle de développement zéro carbone et socialement juste. Dans un deuxième temps, passer aux questions concrètes. Dès lors que l'on a la conviction que les efforts qui ont pour l'instant été présentés, les efforts d'atténuation, et que les moyens de mise en œuvre risquent d'être insuffisants, comment peut-on rehausser l'ambition et financer la transition? Enfin, troisième moment, revenir aux questions politiques. Et en le faisant en partant de propositions précises que Gérard Fuchs, qui est le directeur des relations internationales de la Fondation, qui a piloté tout ce programme climat pour nos fondations, qui a effectué lui-même la plupart des missions dans les pays, et qui a essayé, vous l'avez eu tout à l'heure, de formuler 5 propositions qui serviront de base à la discussion que nous aurons avec les responsables politiques en fin d'après-midi. Et puis, entre ces 3 débats, nous aurons la chance d'avoir une intervention de Laurent Fabius avant le déjeuner, un message de Hakim Steiner, le directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l'environnement, et tout de suite, je suis très heureux de lui donner la parole et de l'accueillir pour une allocution d'ouverture, Jean-Pascal Van Ieperzel, le vice-président du GIEC. Je vous souhaite à tous de bons travaux.